Vision 2060, un Congo innovant et inclusif, tel est l'outil que nous propose la société citoyenne d'intelligence stratégique congondais. Nous avons déjà eu à parler de Congondais et aujourd'hui, on va essayer de parler de cette vision que nous propose cette structure, cette organisation par rapport à l'émergence et au développement de notre pays. Pour parler de cette vision 2060 de la République démocratique du Congo vue par Congondais, j'ai le plaisir de recevoir à distance, de très loin, depuis les États-Unis, dans l'État de Virginie, Docteur John Moussoussa. Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes chercheur à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, mais également vous détenez un doctorat en économie agricole et du développement. Mais au-delà de tout, vous êtes cofondateur de cette organisation, de cette structure dénommée Congo Ndé. Alors, brièvement, de là où vous êtes, qu'est-ce que cette initiative? Je sais que vous êtes cofondateur de cette initiative, mais qu'est-ce que cela vous a inspiré que de faire partie de cette structure? En fait, ça fait plusieurs années que chacun de nous, pour certains d'entre nous, c'est depuis les années de Mobutu quand on terminait les études, où on réfléchissait sur comment contribuer d'abord au développement du pays de la façon dont nous connaissons par des réflexions, par des analyses. Et donc, individuellement, on réfléchissait à gauche, à droite, parmi le cofondateur. Et lorsque l'idée est venue de coaliser un peu toutes ces réflexions autour de cette plateforme-là, pour moi, c'était la meilleure approche, c'était une opportunité pour capitaliser un peu toutes ces réflexions que nous faisions et que nous pouvons ramener ça ensemble et mettre à la disposition du pays. Est-ce qu'il y a eu une petite influence, si ce n'est une influence de là où vous êtes aux États-Unis, la manière de faire des Américains et des États-Unis qui peut, d'une manière ou d'une autre, impacter le devenir de notre pays à travers Congondé? En fait, ouais, dans les années 50, pour ceux qui ne le savent pas, le Rockefeller Foundation avait à l'époque engagé un jeune professeur américain du nom de Henry Kissinger. Il était à Harvard et lui a donné les ressources pour écrire un document sur les visées stratégiques des États-Unis d'Amérique. Et donc, il a écrit, certaines de ces pages sont en ligne, d'autres ne sont pas publiquement disponibles pour des raisons stratégiques. Et pour beaucoup, c'est le document qui a servi en fait de boussole à l'Amérique jusqu'au moment où nous parlons. Donc, quelque part, on peut dire qu'il y a eu cette influence-là aussi. Mais au-delà de l'Amérique, bon, il y a plusieurs façons de contribuer à la marche d'un pays. Il y en a qui font la politique, il y en a qui font les business. Pour certains d'entre nous, je me plais à dire que personnellement, tout ce que je fais, c'est lire et écrire. Et donc, ce Congo Ndé se présente comme la plateforme idéale pour des gens comme nous, quoi. Pourquoi vous avez voulu jeter ce regard? Vous qui êtes aux États-Unis, vous pouviez vous contenter de rester là-bas, de bénéficier de tout ce qui se passe là-bas et la vie est un peu plus facile là-bas. Pourquoi avoir voulu être membre fondateur de Congondé si loin de là où vous êtes actuellement? Ouais, ce n'est pas si loin. Je suis né au Congo. J'ai grandi, je suis allé à l'école là-bas. Donc, ce pays m'a personnellement donné la base de ce que je suis devenu. Et donc, de ce point de vue, plus de j'ai de la famille euh, en République démocratique du Congo. Donc, je ne peux pas ne pas être sensible à ce qui se passe. Et puis, par rapport à mon travail, je travaille sur le continent africain, donc sur plusieurs pays, et dont le Congo. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pouvais pas ne pas faire partie de cette initiative, quoi. Vision 2060, un Congo innovant et inclusif. Parlez-nous brièvement de cette initiative ou de cette vision de Congondé.
Oui, oui. En fait, premièrement, la définition d'une vision ou entre guillemets, le slogan doit être simple, doit inviter à l'action et doit faire rêver. Et donc, c'est pour ça on a fait simple, c'est pour un Congo innovant et inclusif. Maintenant, lorsque vous prenez les deux, en commençant par la partie innovant, innover, ça veut dire produire quelque chose de nouveau. Ça appelle à la créativité, ça appelle à des nouvelles solutions. Et c'est parti d'un adage qui est attribué à Albert Einstein, qui disait que l'idiot, c'est celui qui fait la même chose chaque jour en espérant des résultats différents. Et je crois que en tant que Congolais, nous sommes un peu arrivés à ce niveau-là où nous faisons la même chose chaque jour et nous espérons qu'on aura des résultats différents. Donc, il est temps d'arrêter et de innover, de faire quelque chose de nouveau. Et cette innovation, c'est dans le sens large du terme. Ça veut dire d'abord une innovation sur le plan sociétal, définir de nouvelles normes de la société que nous, Congolais, nous voulons avoir. Ça, c'est la première dimension. Il y a la dimension institutionnelle. Nous devons innover sur le plan institutionnel, sur le plan de principe. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur des principes de transparence, des principes de redevabilité, des principes d'expertise, des principes d'expérience pour bâtir des institutions inclusives pour promouvoir le développement. Et la dernière composante, c'est l'innovation technologique, qui est un peu plus évidente ici. C'est question de voir comment est-ce que nous pouvons prendre avantage de la révolution technologique, la révolution digitale qui s'est faite aujourd'hui pour propulser le développement. Ça, c'est la partie innovante, hein, la partie innovante de la vision. Mais il y a inclusivité. Ici, en fait, c'est aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan développement, il est reconnu que l'achèvement de l'inclusivité, en fait, qui veut dire tout simplement qu'il ne faut laisser personne derrière dans le processus de développement, doit être une initiative proactive. On ne peut pas supposer que par le fait qu'un pays se développe, il y aura l'inclusivité, c'est-à-dire on va veiller à ce que les richesses générées par le processus de développement soient équitablement distribuées à travers le pays, à travers le genre, à travers les âges, à travers les générations. Et donc, c'est pour ça on a voulu combiner les deux. Donc, l'innovation va nous permettre d'avoir un pays puissant, un pays prospère, un pays résilient, mais nous voulons que cette puissance, cette prospérité, cette résilience soit partagée par tous les Congolais, quelle que soit leur culture, leur langue, leur localisation, leur âge, leur genre. Donc, en grosso modo, c'est un peu ce que nous avons voulu proposer au pays. Alors, il faut dire aussi que la base même de la rédaction, si je peux dire ainsi, de votre vision, de la vision de Congondé, a été faite en prenant de l'autre côté un peu notre hymne national. Pourquoi avoir basé cela sur la vision sur l'hymne national de notre pays? Oui, en fait, c'est assez, j'y pensais encore ce matin, lorsque vous regardez le 64, je crois, 64 premières années de l'indépendance, qu'est-ce que nous avons en commun en tant que peuple? C'est cet hymne national-là, en fait, que nous avons en commun. L'hymne national qui dépasse les âges, les années, les cultures, les langues. C'est ce que nous avons en commun. Et donc, c'est ce que nous avons également voulu, dans le cadre de cette vision-là, insérer dans la vision, parce que une vision ne peut pas être personnelle. C'est même, je crois que la question, c'est pourquoi 2060?
Un, parce que ça sera le 100 ans d'indépendance. Deux, parce que, bon, qu'on se le dise, certainement que peut-être parmi nous, il y en a qui seront là, mais clairement, ça veut dire que nous ne faisons pas cette vision-là pour en jouir nous-mêmes. Nous voulons que ce soit une vision pour l'ensemble du pays, indépendamment de clivages politiques, ethniques, culturels, générationnels. Et donc, l'hymne national, c'est vraiment le fil. Si nous regardons derrière, nous n'avons pas eu jusque-là une vision de développement, une vision stratégique sous laquelle nous pouvons, comme je l'ai dit dans le cadre des États-Unis, c'est vrai que ça a commencé depuis leur père de l'indépendance, mais les documents que Henry Kissinger et ses amis ont produits servent encore jusqu'à aujourd'hui de fondation pour la marche du pays. Et pour nous, ouais, c'est seulement l'hymne national et c'est pour ça que nous avons voulu valoriser cela inséré dans la vision que Congo-Ndé propose au pays. Donc, en d'autres termes, il ne suffit pas de chanter seulement l'hymne, mais il est temps, ou d'ici à 2060, il faut commencer à vivre notre hymne national. Absolument. En fait, c'est là peut-être l'un des drames du pays. On l'a chanté, mais on n'y a pas travaillé. L'hymne national était censé déterminer la vision du pays. Hein. Ce Congo plus beau qu'avant, ce Congo puissant, prospère. Mais nous n'y avons pas travaillé parce que la vision a besoin, lorsqu'elle est déterminée, a besoin maintenant de axes stratégiques pour la mettre en œuvre. Et régulièrement, nous devrions, en tant que pays depuis l'indépendance, nous asseoir, je sais pas, tous les 10 ans, tous les 20 ans, pour dire comment avons-nous réussi à nous rapprocher de cet idéal que nous chantons dans l'hymne national. Ça n'a pas été fait et ce sera l'une des innovations de la vision que Congo-Ndé propose au pays. Alors, cette vision CAP 2060 se décline, on peut le dire, en 8 axes, 8 thématiques. Alors, on commence à essayer de nous expliquer thématique par thématique. La première thématique, c'est paix et sécurité. Je sais que lors de la dernière émission avec quelques membres de Congo, on avait déjà commencé à parler de ces différentes thématiques, mais on veut encore en parler avec vous. Parlez-nous de ces 8 thématiques, en commençant par la première, la paix et la sécurité. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Et qu'est-ce que vous proposez ou quelles sont les réflexions qui tournent autour de cette thématique? Bon, je vais juste brosser pourquoi ces thématiques. Je ne peux pas être expert dans toutes les thématiques, mais voici un peu le lien entre ces thématiques et la vision. Une vision, comme on a dit, c'est un objectif de long terme, c'est un idéal que nous voulons atteindre. Et ici, nous avons mis comme horizon 2060. Mais pour y arriver, il faut des axes stratégiques. Un peu comment est-ce qu'on va y arriver? Parce que la vision, c'est ce qui nous lie, ce qui est censé nous lier entre le Congo que nous avons aujourd'hui, dans l'état où il est, et le Congo que nous voulons demain. Maintenant, il faut avoir de trajectoires. Comment partir de là où nous sommes jusque là où nous voulons aller. D'où la nécessité de ces thématiques. Donc, la toute première, c'est paix et sécurité. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de débat. Nous ne pouvons pas, en tant que peuple, entrer dans ce processus de développement si nous n'arrivons pas à faire la paix, non simplement en tant que cessation de guerre, cessation de conflits armés, mais la paix entre nous en tant que peuple. Et ça, c'est la base, la fondation, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'innovation, et vous connaissez la suite. Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, je ne le liste pas en termes d'ordre. L'ordre ici, c'est pas qu'il y a paix et sécurité le plus important. La deuxième thématique, c'est celle sur la gouvernance et les institutions. Nous savons que d'abord le prix Nobel d'économie de cette année a été accordé à Acemoglu, Johnson et Robinson. Pourquoi?
parce que dans leurs travaux, ils ont démontré l'importance de la qualité des institutions sur le développement. Quelqu'un même a dit, dites-moi quelle est la qualité de vos institutions, je vous dirai jusqu'où vous serez en matière de développement. Et c'est là que nous voulons innover, nous voulons passer un peu de ces institutions exclusives que nous avons à des institutions inclusives. Des institutions exclusives, ce sont des institutions qui servent un groupe de citoyens à des institutions qui servent tous les citoyens et tous les citoyens. Et il y a deux axes dans ce sens-là. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est l'éducation et l'instruction. Ici, c'est fondamental. En fait, le meilleur capital, le meilleur facteur de développement d'un pays, c'est le capital humain. Prenez le Japon, prenez la Corée du Sud, prenez les autres pays qui sont aujourd'hui très développés, c'est le capital humain. Nous avons toutes les ressources naturelles du monde et nous sommes là où nous sommes parce qu'à un moment donné, nous avons failli au développement du capital humain. Donc, nous ne pouvons pas avoir une ambition de développement d'ici 2060 si nous ne relevons pas significativement la qualité du capital humain. Donc, ça, c'est deux, trois. Le 4, c'est l'administration du territoire. Ça c'est important parce que nous avons un pays énorme, on parle même d'un sous-continent, et donc de son administration dépendra jusqu'où nous pouvons aller en matière de développement. Donc ça devient extrêmement important de trouver une formule optimale de gestion de cet espace qui nous est donné. J'ai dit à mes collègues qu'en fait, lorsque vous regardez même les 145 territoires, plusieurs d'entre eux sont plus importants, sont plus grands que certains pays. Je ne veux pas en citer ici pour ne pas avoir de problème. Et donc, ça veut dire qu'en fait, nous avons un pays qui a 145 pays à l'intérieur et nous devons trouver le moyen de le faire. La cinquième thématique, c'est la thématique de la diplomatie, mais une diplomatie de développement. Nous voulons être en mesure parce que bon, c'est vrai que nous avons cette ambition d'un Congo innovant et inclusif. Nous ne sommes pas seuls sur la planète. Nous devons être en mesure de prendre avantage de ce qui se passe ailleurs, mais de manière intelligente pour pouvoir propulser notre propre devenir. L'autre thématique, c'est la thématique de l'inclusivité que j'ai l'honneur de conduire. Et pour cette thématique-là, l'idée fondamentale, c'est que, encore une fois, que personne ne soit laissé pour compte, parce que il ne faut pas un pays qui veut aller là où nous voulons aller en tant que nation. Nous ne pouvons pas nous permettre nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un pays qui est socialement fracturé. Ça veut dire qu'il y a des inégalités, comme maintenant, près de 60 ou 70% de la population vit dans la pauvreté. Il y en a qui n'ont pas accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, à l'électricité, au logement décent. Ça ne, Ce n'est pas soutenable. En fait, ce n'est même pas moralement acceptable, disons-les comme ça. Et la dernière thématique, c'est la thématique sur la gestion des ressources naturelles et de la sanctuarisation. Si on dit que le Congo est un pays géologiquement, un scandale géologique, mais en plus de ça, je disais aux amis que la prochaine guerre que nous aurons, si nous ne faisons pas attention, ça va être la guerre de l'eau. Parce que si vous regardez au sud, le désert du Kalahari est en train de monter. Au nord, c'est le désert du Sahara qui descend. Et le seul endroit où les gens vont aller chercher de l'eau en abondance, ça va être en République démocratique du Congo, un peu l'Angola et la Zambie.
Vous connaissez déjà l'histoire avec ce projet de transférer l'eau de la RDC vers pour alimenter le lac Tchad. Et donc, ça, ce sont des questions stratégiques sur lesquelles nous devons avoir un avis en tant que peuple, pas en tant que parti politique ou un petit groupe de gens, en tant que peuple. Et donc, nous devons avoir nous-mêmes une stratégie de gestion de ces ressources naturelles. C'est quand même regrettable que je peux vous assurer que tout pays développé à travers le monde a un projet par rapport aux ressources naturelles de la RDC, sauf la RDC elle-même. Et ça, c'est inacceptable. Donc, voici un peu les 8 thématiques qui sous-tendent la réalisation de cette vision que Congo-Ndé propose au pays. Docteur John Moussoussa, vous avez parlé, en parlant du programme de 145 territoires, vous avez parlé de 145 pays ou 145 États dans un État, mais on parle également, parce qu'on va revenir dans ce qui relève de votre thématique, développement inclusif. Je pensais que vous alliez citer l'agriculture. On parle de 80 millions de terres arables. Est-ce que vous pensez que d'ici 2060, on aura vaincu la faim à travers les propositions, si on arrive, bien entendu, à mettre en pratique les propositions issues des réflexions de Congo-Ndé? Ah oui, ah oui. Il y a parmi parce que bon, il est question d'être innovant. Parmi les innovations, donc, par rapport à cette question-là, nous avons et nous allons proposer d'introduire le concept de cantine scolaire universelle. Ça veut dire que à travers le pays, le gouvernement prend en charge l'alimentation des apprenants, ceux qui vont à l'école. Il y a plusieurs raisons pour cela. La première, c'est que nous savons que la qualité de l'alimentation a un impact sur la capacité cognitive des apprenants. Et des fois, lorsqu'ils ne sont pas bien nourris, cette capacité-là peut être affectée de manière irréversible. Des fois, je m'amuse à dire que peut-être que le comportement des adultes congolais que nous avons aujourd'hui est le reflet d'une mauvaise alimentation depuis plusieurs années. Bon, ça, c'est, on ferme la parenthèse. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que les écoles de chaque territoire, ou même on peut descendre au niveau de secteurs, soient alimentés par les fermiers et tous ceux qui participent au secteur agricole alimentaire, hein. Donc, je parle de la production, la transformation, la distribution jusqu'à la consommation. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire que si je suis fermier, j'ai la garantie d'avoir un marché pour les 5, 10, 30 années à venir parce que c'est un programme public. Et si c'est un programme public, lorsque vous avez commencé à offrir ces repas aux écoliers, politiquement, ça devient difficile d'arrêter parce que, il y aura de coûts politiques importants. Donc ça, c'est un pour les fermiers, mais ça va également, comme j'ai dit, aider ceux qui font dans la transformation. Si vous faites les repas, donc il y a toute une chaîne, des chaînes de valeur qui vont se développer au niveau des territoires, mais comme je l'ai dit, jusqu'au niveau de secteurs. Et bien plus, parce que l'agriculture amène plusieurs autres choses. Donc, pour ça, il faudra donner l'énergie, il faudra investir dans les routes, dans le rail, dans le voie fluvial également. Et donc, ces programmes universels de cantines scolaires aura un impact, aura la possibilité de propulser le développement au niveau local. En fait, l'ambition, c'est de transformer chacun de nos villages en une unité de production économique. Donc, imaginez un peu que chacun de nos villages, et il y a plus de 5, 10 000 villages que nous avons en une unité économique, que chacun de ces villages puisse produire, je ne sais pas moi, vraiment un peu, $1 million par an, seulement par an. Je peux vous dire qu'il y a des kibbutz en Israël qui sont des villages qui produisent jusqu'à près d'1 milliard de dollars de revenus par an. Et donc, c'est ça un peu la vision. Et donc, par rapport à l'agriculture, par rapport à l'alimentation, d'ici 2060, si effectivement nous mettons en œuvre rien que ce programme-là, nous serons en mesure de régler le problème de faim
à travers le pays. Et il faut dire, je voulais justement poser une question par rapport au coût, au financement de ces différents programmes, parce que nous avons eu une émission quand même de Congondé où on parlait de la gratuité, comment on finance, mais sur place ici à Kinshasa, nous avons également quelques membres de Congondé, donc on va continuer le débat autour de ça, comment on finance, comment est-ce que Congondé travaille, réfléchit sur le financement des différentes réflexions qu'il compte soumettre aux autorités, mais pas que, mais est-ce que déjà d'emblée, parce que là, je crois que je dois revenir à Kinshasa, on est en train de me faire signe, quel peut être votre mot de conclusion par rapport à cette initiative? Vous êtes cofondateur, on l'a dit, maintenant là, ça, c'est en train de se matérialiser. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais-là qui sont en train de vous suivre à partir de Kinshasa, mais également à partir de 145 territoires que compte notre pays? Euh, euh, bon, premièrement, c'est qu'il faut pas arrêter de rêver. Ça, c'est un. Parce que lorsqu'on arrête de rêver, c'est à ce moment-là que l'on meurt. Pas seulement physiquement, mais on meurt intellectuellement et bien spirituellement. Ça, c'est un. De deux, par rapport au financement, très rapidement, euh, euh, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, nous avons nous-mêmes, encore une fois, ça va être l'un des domaines des innovations. Nous pouvons développer les ressources sur place pour financer l'une des ressources que l'on peut facilement utiliser, sont les ressources minières au travers de ce fameux concept de responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, deuxièmement, troisièmement plutôt, ce dont nous avons besoin pour le moment, c'est cette unité par rapport à la vision que nous voulons, par rapport au Congo que nous voulons. Pour le moment, nous n'en avons pas. Donc, chacun, nous sommes dans une attitude de chacun pour soi. Un pays ne peut pas se développer avec du chacun pour soi. Et donc, c'est ça un peu, si je peux avoir comme mot de la fin, ce que nous nous mettions ensemble, qu'on arrête un peu les autres bruits, que nous puissions nous mettre ensemble pour réfléchir sur le Congo que nous voulons d'ici 2060. Merci. Merci beaucoup. Nous étions avec le docteur John Moussoussa depuis l'État de Virginie, dans la région de Washington, D.C. Alors, on va quitter Virginie pour retourner ici à Kinshasa parce qu'on a continué la discussion autour des différentes thématiques que propose Congondé avec les membres de cette structure qui sont ici avec moi sur ce plateau. Au revoir et merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Kinshasa où nous retrouvons d'autres membres de Congondé avec eux. Nous allons poursuivre la discussion autour de cette vision 2060, un Congo innovant et inclusif. Pour parler de ce continuer la discussion, donc je retrouve trois personnalités de Congondé. Il y a Maître Paulin Mbalanda, cofondateur de cette structure. Il y a également Maître pourquoi je dis maître? Je sais pas pourquoi. Il y a trop de maîtres dans Congondé ou les avocats sont beaucoup plus... Enfin, beaucoup. Donc, il y a Maître Paulin Mbalanda, avec qui nous étions la fois dernière, avec qui nous avons parlé de Congondé, c'est quoi les objectifs que poursuit cette structure, mais il ne sera pas seul. On est également avec Marie-Ange Loubeka Diatezoa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Vous êtes dirigeante d'Empreinte Consulting, entrepreneur, formatrice et coach exécutive. Alors vous venez des France. Tout à fait. Tout à l'heure, on était aux États-Unis. Quelqu'un de Congondé qui est intervenu à partir des États-Unis. Et vous allez nous dire dans un instant pourquoi vous avez décidé de revenir et quel peut être votre rapport en tant que diaspora dans cette structure. Et enfin, nous avons Maître Richard Kititi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Cofondateur de Congondé. Alors, on va poursuivre cette discussion. Tout à l'heure, on parlait de ce 8 axes sur lesquels se décline la vision 2060, un Congo innovant et inclusif que présente cette société citoyenne d'intelligence stratégique. Je me tourne vers vous, Maître Paulin Mbalanda. Pourquoi il fallait avoir une vision? Moi, je me disais, vision 2030, on connaît parce que c'est les ODD, les objectifs durables. Pourquoi
Pourquoi pas 2030? Pourquoi 2060 carrément? Merci, madame. Je suis heureux de vous retrouver, justement, avec mes collègues. Je pense que tout est question de la pensée. Et je crois que la vision précède beaucoup de choses. Et la vision, elle est essentielle. Nous avons aujourd'hui l'impression que le Congo que nous avons n'a pas été systématiquement pensé. Et c'est pour ça que nous semblons ne pas avoir comme une boussole pour savoir où nous allons. Nous voulons penser le Congo. Et je crois que c'est dont nous avons, comme nous le disions la fois passée, c'est dont nous avons besoin, c'est de la pensée, une pensée révolutionnaire. Parce que la révolution douce permet d'intégrer les connaissances, de résister à toutes les intempéries que le système du monde aujourd'hui propose. Vous le savez, le monde, au fait, vit dans un système de désordre. L'ordre n'est que une structure de certains plus puissants qui l'imposent à d'autres selon leur schéma, selon leur pensée. Nous devons penser ce pays. Et donc, nous avons pensé que nous devrions écrire une vision, et Congondé a produit une vision 2060 avec des actions qui se déclinent en termes en court terme, moyen terme et long terme. Donc, c'est cette pensée-là qui a produit ce document que nous appelons Vision 2060, que nous voulons présenter et dont nous faisons le relais de ce que vous aviez déjà parlé dans cette émission avec notre collègue qui est aux États-Unis. Alors, on se dit, c'est une vision. Vous avez parlé des pères fondateurs et vous pensez que ces pères fondateurs n'avaient pas une vision quand on a arraché, allez, on va le dire comme ça, notre indépendance. Les pères de l'indépendance de la RDC avaient cette vision quand même. Madame, tout le mérite pour ce que nous appelons le père de l'indépendance de notre nation, même si par défaut, effectivement, nous pouvons les appeler les pères fondateurs. Mais en réalité, justement, quand nous disons que nous sommes une société d'intelligence stratégique, c'est parce que tout le monde doit savoir que toute société s'autoproduit parce qu'elle s'autodétruit. Depuis 1960, il y a beaucoup de choses que nous avons produites, que la société a produites, et beaucoup de choses où elle s'est détruite. Et donc, penser que s'inscrire dans le schéma de la pensée de père de l'indépendance, sans revoir chaque fois cette pensée par rapport aux éléments qui nous agressent sur le plan de l'environnement mondial, c'est rester statique. Et comme, une fois encore, nous le disions la fois passée, toute société qui ne se régénère pas, se dégénère. Il nous faut absolument veiller sur ça. Il semble que le mot maintenance ne se retrouve dans aucune langue de notre pays. Mais justement, la culture de l'intelligence collective voudrait que nous puissions amener à table des paradigmes et des concepts peut-être que nous n'avons pas eu le temps ou envie de chérir. Et c'est cela notre travail. Nous voulons être une sorte d'électrochoc dans cet écosystème pour dire aux gens, réfléchissons, parce que il n'y a de salut que dans l'intelligence et non dans l'émotionnel. Naturellement, comme nous le disons aussi, l'émotion fait partie de l'humain. Mais il nous faut une hypertrophie de l'intelligence et une atrophie de l'émotionnel dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que le Congolais doit faire, dans tout ce que nous devons faire, Maître Richard Kititi. Aujourd'hui, ça fait 2 numéros comme ça, 2 émissions, on parle de Congondé. À votre avis, pourquoi Congondé est si différent d'autres structures think tank qui ont eu à exister ou qui existent dans notre pays? C'est quoi la particularité de Congondé?
En fait, madame, pour répondre à votre question, j'aimerais juste vous emmener à ce qui a été même le fait déclencheur de la création des Congondais. À l'origine, Congondais a ici des patriotes, des gens qui aiment leur pays et qui étaient dépités de le voir en dégénérescence sur pratiquement tous les niveaux. Alors, il y a deux attitudes face à un tel constat. Il y a la résignation. Certains se résignent, c'est notre sort, mais nous avons eu des personnes, des femmes et des hommes qui ont dit non. Il y a moyen de faire autre chose. Il y a un autre destin possible pour ce pays. Et ce destin-là, il fallait le penser. Et on s'est mis à réfléchir, à penser. Et évidemment, cette pensée-là, nous n'avons pas vocation à les voir, à voir finir tout ce que nous allons concocter dans des tiroirs. Nous sommes mis à réfléchir, à travailler sérieusement pour créer cet électrochoc. Le constat est parti que finalement, on avait des petites visions. Ailleurs, lorsque les gens pensent à ce qui va arriver en 2090, mais ici, dans notre pays, on en est encore à discuter des petites choses dans 3 mois et tout et tout. C'est pour ça que nous nous sommes projetés. Ce sont des personnes, des personnalités qui ne pensent pas à eux, à elles-mêmes. Nous nous sommes dit une longue vision, cap 2060. Nous ne serons peut-être pas là en 2060. Donc, c'est quelque chose où nous essayons de voir ce qui a le mieux pour notre pays dans différents secteurs. Alors, nous l'avons pensé. Nous l'avons pensé d'une façon stratégique. Ça veut dire, nous prenons l'état de la situation. Il y a eu des visions qui ont précédé. Et ceux que vous avez appelés les pères de l'indépendance, ils avaient rêvé d'un Congo. Ils voulaient un Congo qui soit fort, un Congo où il y aura la justice, qui ira de l'avant. Nous nous sommes mis dans les pas des pères de l'indépendance, mais cette vision-là ne devait pas rester statique, parce qu'il y a des défis nouveaux qui se présentent à nous. Donc, tout ce qu'il y a comme intelligence stratégique, c'est de considérer les défis qui se posent à nous et de voir d'autres opportunités que nous pouvons avoir aujourd'hui, et nous nous projetons. Et notre projection se fait en 2060. Pourquoi? Parce que c'est un déclic. En 2060, il ne vous a pas échappé que le Congo aura 100 ans depuis son indépendance. Donc, il fallait partir de quelque chose, faire un déclic pour avoir des vrais plans transgénérationnels. Et c'est ce que nous avons fait dans Congondais. Nous essayons de nous projeter. Et cette vision-là, nous avons des vraies stratégies, des vulgarisations qui feront que ce plan-là devra aller de l'avant. Parce qu'on ne va pas ici tout mettre sur la table, mais évidemment, nous allons nous battre avec une stratégie bien appropriée à laquelle nous réfléchissons sans cesse, et pour que ce plan que nous appelons un plan de la nation, puisse vraiment s'appliquer dans ce pays. Puisse s'appliquer. Et tout à l'heure, je me tourne vers Marie-Ange Loubeka. Vous avez dit France-T, Congondais. Donc, vous faites partie de ceux et celles qui ont voulu miser sur Congo. Déjà, je ne sais pas si vous avez été attiré, vous connaissiez déjà le projet, mais vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune, vous êtes femme, et vous avez décidé de quitter la France pour venir ici. Qu'est-ce que ce projet ici, Congondais, vous inspire au regard des activités que vous menez déjà à l'intérieur du pays, d'autant plus que vous avez carrément tourné le dos à la France, si on peut le dire ainsi? Alors, on va juste rectifier quelque chose. J'ai pas dit France-T, mais je dis Congondais. Alors, j'ai pour habitude de dire, je suis
aussi française que je suis congolaise. Hein. Ce sont mes deux parents. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. D'accord. Il faut que ça soit très clair. Ça n'est-il que je suis membre cofondatrice de Congondé et j'adhère complètement à toutes les idées qui se trouvent dans notre manuel, dans notre vision. Je vais vous montrer. On appelle ça, comme mes collègues ont dit, vision, un Congo innovant et inclusif. Et dans cette inclusivité-là, je crois de tout mon cœur qu'on doit aussi avoir les gens de la diaspora, des femmes, des entrepreneurs. Je sais que dans l'émission précédente, vous avez reçu des professeurs, des docteurs, également des avocats, mais il y a aussi des entrepreneurs au sein de Congondé, des femmes, de jeunes comme moi, qui voulons penser le Congo et repenser ce que nous voulons laisser comme legacy, on va dire héritage à nos enfants pour le Congo. Et ce Congo-là, nous le voulons inclusif. Dans cette inclusivité, nous faisons appel à toutes les personnes qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Toutes les personnes qui rêvent le Congo, parce que effectivement, il faut continuer à rêver le Congo. Les pères fondateurs ont rêvé le Congo, nous continuons encore à rêver le Congo. Pour parler de la diaspora, je pense qu'il est temps aussi, dans cette inclusivité, de prendre en compte le fait qu'il y a des milliers d'enfants congolais qui sont à l'étranger, des jeunes gens congolais porteurs de savoir qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Permettez-moi de vous arrêter Oui. un moment. Vous parlez de la diaspora. Oui. Maintenant, on a essayé. Certains nos voix risquent de se lever et dire que vous connaissez l'expression diasporie. Surtout les 5 dernières années. La diaspora, maintenant, elle fait peur. Vous pensez que cette diaspora peut impacter utilement notre pays à travers Congondé? Comment? C'est ça? Madame Odia, permettez-moi, vous connaissez toutes les personnes qui viennent de la diaspora? Vous connaissez toute la diaspora congolaise? Vous avez eu un échantillon de la diaspora congolaise qui a fait ce qu'elle a fait. Mais cela dit, vous avez aussi de gens de la diaspora qui sont ici, je ne citerai pas de nom, qui créent de l'emploi pour les jeunes, qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans nos tribunaux et qui apportent des choses formidables pour cette nation. Je pense que ça serait vraiment réducteur pour nous de se dire oui, mais on a eu la diasporie, on a eu quelques personnes. C'est pas quelques personnes qui ont mal présenté la nation. C'est pas parce que ces personnes ont mal présenté la nation que que toute la diaspora est mauvaise. Je suis désolée, partout où j'ai passé, j'ai des années de banque derrière moi. Dans toutes les banques où je suis passée, il y avait des Congolais, des enfants de Congolais qui contribuaient. Et je suis sûre et certain aussi que si on allait dans d'autres domaines, dans les hôpitaux, qu'on allait dans des tribunaux ailleurs, on verrait encore des enfants de Congolais. Ce n'est pas parce qu'il y a une échantillon de la diaspora qui n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait faire qu'il faut à tout prix exclure toute la diaspora. Cela dit, si on revenait à Congondé, dans Congondé, nous avons une vision. Et si cette mauvaise diaspora, celle qui est pourrie, revenait et rentrait dans la vision de Congondé, je crois que nous pourrions avoir du résultat. Parce qu'en réalité, dans nos stratégies, nous avons des stratégies qui sont, comme l'a dit Maître Kititi, ce sont des stratégies qui répondent aux besoins que nous avons au sein de notre société actuellement. Et ces réponses-là doivent normalement apporter des résultats pour notre nation, pour le Congo que nous rêvons pour 2060. Maître Paulin Balanda, pour tout de suite enchaîner avec ou continuer la discussion autour de la diaspora, on parle de Congo comme si on excluait les Congolais de l'étranger, les Congolais d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont leur place dans Congondé? Madame, mais j'aurais pu simplement vous dire que la vision de Congondé, c'est une vision qui se décline en un Congo inclusif. Personne n'est exclu. Et nous le disions, nous en parlions avec vous la dernière fois, clairement que nous ne critiquons pas les personnes, nous critiquons les idées et nous faisons les constats, et comme je le disais, pour intégrer toutes sortes de complexités. Et les complexités concernent à la fois les situations que les personnes. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous n'excluons personne d'un ancien dirigeant ou d'un nouveau dirigeant que d'autres peuvent stigmatiser? Parce que je vous ai dit la fois passée que parmi les membres de Congondé, il y en a de partis politiques, mais nous pensons qu'ils ne viennent pas chercher les idées de Congondé pour aller les hacher, les mutiler. Là, justement, vous n'avez pas peur d'être contaminé, une mancouri peut en contaminer d'autres et je pense, retomber dans les travers de ce qu'on a eu à dire. Je pense, madame, que nous sommes dans un pays d'une approche culturelle
un peu grégaire pour beaucoup de gens. J'ai vu mon voisin aller à Dubaï et je pense que je dois aller à Dubaï pour devenir riche comme lui. Pas souvent de la rationalité, mais souvent de l'irrationalité. Et donc, nous, ce n'est pas ça pour nous. Aujourd'hui, nous produisons sur le plan intellectuel. Et ce document que vous avez peut-être là indique avant même que nous puissions venir à votre rencontre dans cette émission, nous avons produit sans pouvoir chercher une quelconque tyrannie de la visibilité qui fait que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que je suis visible, donc je suis. Non. Nous sommes une plateforme d'intelligence et ce que nous pensons, c'est que nos réflexions sont dans une cohérence durable. Quiconque prend une partie et la mutile se rendra compte qu'il s'arrêtera. Donc, c'est clair. Nous sommes bien au courant de ce qui se passe dans ce pays. Nous avons connu de gouvernements ou de gouvernants qui, à un moment donné, n'avaient plus rien à proposer à un peuple. Parce que, justement, on s'est rendu compte que dans beaucoup de milieux où on prétend réfléchir, malheureusement, ce sont des courtes réflexions, de réflexions superficielles qui n'abordent pas des questions fondamentales de la nation, qui ne les structurent pas comme cela se doit. Donc, en d'autres termes, nous voulons être une solution et à la fois un électrochoc pour provoquer une culture de la rationalité qui puisse aider la nation à trouver les repères de son futur. Maître Richard Kititi, nous sommes dans un pays qui aime l'instantanéité, l'instant présent, Bukalelo, Lambalelo. Vous dites Cap 2060. Ça décourage déjà pour nous qui sommes en 2024. On dit, on ne verra pas ce Congo. Pourquoi devons-nous nous impliquer vers quelque chose pour lequel nous ne serons pas bénéficiaires? C'est aussi ça. Nous, on veut du maintenant, de tout de suite. On veut 2-3 mois, par exemple, ou d'ici demain, après-demain, qu'il n'y ait plus d'embouteillage dans nos avenues. On veut de l'instantanéité. C'est aussi ça. Pourquoi vous nous ramenez à 2060? Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions un peu plus proches avec des résultats qu'on peut voir d'ici quelques mois, d'ici une année ou d'ici 2028, qui sait? En fait, Madame, Gongonde se veut un carrefour d'idées. Les quelques réflexions que nous mettons à votre disposition aujourd'hui, je peux comparer tout cela à l'iceberg. Vous voyez la partie immergée de l'iceberg. C'est ce que nous essayons de mettre à votre disposition. Mais nous sommes très loin dans la réflexion. Ça bouillonne. Les 9/10 est sous l'eau. Ce que vous voyez là, c'est qu'on a mis à votre disposition. Quiconque viendrait, puiserait une idée, se verra tout de suite dans l'impossibilité de continuer parce que ne connaissant pas comment tout cela se tient. Et nous pensons sincèrement qu'il faut quitter dans cette culture-là de l'instantanéité, mais changer les choses de façon structurelle et profonde pour que nous puissions penser génération. Parce que l'égoïsme veut qu'on s'occupe de nos petites personnes, mais la vision que Congo Ndé vient avec se projette dans les temps. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que les problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas pris en compte. Au contraire. Mais si vous devez quitter d'un point A à un point B et que vous n'avez pas la notion du temps qui est intégrée dans votre démarche, eh bien, ça sera difficile pour vous d'arriver à destination au point choisi. Donc, pour que nous arrivions là où nous pensons, là où nous rêvons en 2060, il faudrait que dès aujourd'hui, nous puissions faire certaines choses qui, naturellement, vont améliorer les difficultés du moment, mais surtout, de façon structurelle, amèneront les Congos dans ce Congo que nous avons tous rêvé. Parce que, jusque-là, on a créé un territoire au niveau de l'Afrique, on l'a appelé Congo, c'est d'autres qui l'ont créé, qui l'ont rêvé pour leurs intérêts.
Il fallait construire des routes pour sortir les richesses du Congo. Mais nous-mêmes, Congolais, qu'est-ce que nous voulons? Quel Congo nous voulons? Et cette vision-là, cette réflexion-là, c'est celle que Congo Ndé mène. Et je pense qu'il faut intégrer les problèmes instantanés, mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut aller en profondeur pour résoudre des problèmes de façon structurelle. Pour résoudre des problèmes structurels, tout à l'heure, quand nous étions avec le docteur John Moussoussa, il avait parlé de quelques axes thématiques de cette vision, et lui, il s'était beaucoup plus penché sur le développement inclusif. Alors, j'aimerais, parce que là, on est presque vers la fin, que chacun d'entre vous puisse choisir une thématique contenue ici, qu'il nous le décline en quelques minutes. Il y a gouvernance et réforme institutionnelle. Nous avions déjà commencé à parler de cela avec vous, Maître Paulin Mbalanda, et aussi le docteur John Moussoussa en avait parlé. Mais quelle est la thématique qui pour vous est peut-être la plus importante? Elles le sont toutes, on écoutez, le sait. je suis bien aise à parler de quelques thématiques, justement, à décliner quelques actions. En réalité, comme disait Maître Richard Kititi, il y a bien des choses qui sont dans le pipeline sur lesquelles nous travaillons et que nous interrogeons pour nous assurer que nos réflexions ont une base solide. Certaines avec une affiliation historique, d'autres sans affiliation historique. Mais l'essentiel étant que nous savons déjà, nous avons une boussole, mais comme vous savez, la boussole ne montre pas le chemin, seule la direction. Après, maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous mettons les repères pour les pistes que nous voulons emprunter. Et ça, c'est un grand exercice. C'est des commissions qui travaillent. Je vous avais dit la fois passée que ce n'est pas de thèmes ou des niches sectorielles. Nous ne parlons pas des infrastructures. Non. Ce sont de niches axiales, de niches qui, quand vous appliquez quelques solutions de bon sens dans ce domaine-là, vous voyez des effets dominos et des changements significatifs dans une nation. Concrètement, si quelqu'un a besoin d'une étude, d'une réflexion autour, par exemple, de la gouvernance et réforme institutionnelle, il peut venir vers vous. C'est comme ça que ça se passe, ou le gouvernement, que ça soit une autre structure étatique ou privée, concernant tel ou tel autre domaine, il vous contacte. En somme, nous travaillons pour le Congo. Nous travaillons pour le Congo. Nous ne sommes pas dirigeants dans ce pays, mais nous réfléchissons aussi sur le mécanisme d'émergence décisionnelle de nos travaux, de nos réflexions. Et je crois que le docteur Moussoussa l'a souligné, que la Fondation Rockefeller avait engagé un jeune professeur de Harvard, Henry Kissinger, et que ces gens ont travaillé pour essayer de changer le Congo. Madame, je vous dis une chose, vous êtes peut-être chrétienne, mais longtemps... Pas peut-être, je le sais. Oui, vous êtes chrétienne. Les gens ont pensé que... Non, mais attendez. Depuis, je veux le dire clairement, depuis Antoine de Médicis, on a occidentalisé Jésus. On a occidentalisé Marie. L'image de Marie, c'est l'image d'une femme, d'une fille occidentale, mais elle n'est pas occidentale, elle est sémite. Donc, il y a même pour le besoin de la domination, l'Occident a créé Dieu à l'image de l'Occident. Vous voyez? Donc, nous pouvons créer le Congo à l'image de ce que nous voulons. Mais ceci étant, nous pensons que nous pouvons servir ceux qui sont là, ceux qui peuvent prendre les idées, chercher à savoir comment appliquer. Attendez, sur la même métaphore, Pharaon n'a pas cherché un Égyptien plus fort. Il a demandé à Joseph, qui a eu la vision, de dire « faites-moi ça ». C'est ce que nous devons savoir. Ça veut dire que ces choses-là, et le professeur Moussoussa a parlé de compétences et autres, un pays qui ne célèbre pas l'intelligence et la compétence, c'est un pays qui ne peut pas avoir les résultats qu'il attend, quelle que soit la vision que vous mettez en place. Parce que vous donnerez à quelqu'un qui, comme disait Maître Richard, n'a qu'un ADN égocentrique. Il cherchera, dans ce qu'il fait pour la nation, comment créer son fonds de commerce pour s'enrichir. C'est ce que j'appelle la bourgeoisie politico-administrative. Donc, en somme, nous avons la disponibilité
à offrir ce que les gens demandent, mais en nous assurant qu'ils peuvent relayer nos travaux avec une certaine fidélité pour le Congo. Oh, ça se rend parce que faut pas qu'on se leurre. Il y a les gouvernants de notre pays n'hésitent pas, par exemple, à demander des études vers d'autres structures à l'étranger, alors qu'ils peuvent le faire ici. C'est aussi ça, on peut le dire comme ça, des études... Nous n'avons pas, madame, de foyer d'intelligence, ce sont les universités et autres. Mais je n'ai pas besoin justement de parler des universités parce que nous avons une commission éducation et instruction où nous analysons un peu ce qui est arrivé à notre système éducatif. Justement. Mais en somme, nous n'avons pas beaucoup... Je n'en connais pas vraiment, peut-être que je vais citer le CEPAS ou quoi, mais je ne sais pas où se trouvent des foyers d'intelligence qui peuvent produire des réflexions fondamentales pour changer le cours de choses dans une nation comme la nôtre. Non, donc, mais maintenant, ça y est, on l'a. Oui, maintenant... on a Congondé, Marie-Ange. C'est l'axe sur lequel moi je voulais rebondir, c'est-à-dire l'éducation et l'instruction. Donc, il est important que dans le Congo que nous voulons, nous puissions nous interroger sur quoi nous voulons, comment nous voulons être éduqués, comment nous voulons être instruits et pourquoi sommes-nous instruits? Est-ce que ça s'aligne avec nos ressources naturelles, ce que nous attendons pour 2030, 2040, 2060? Ça, c'est très important. Selon moi, toutes nos thématiques sont très importantes, mais puisque vous avez demandé de choisir, donc j'ai souhaité développer l'éducation parce que les ressources humaines sont un véritable défi pour notre société. Dans ce cap 2060, comment vous voyez la femme congolaise? C'est vrai, ça peut paraître comme sexiste quand même. Mais on se dit en 2060, est-ce que cette femme sera beaucoup plus émancipée? Elle sera comment? Vous voulez qu'elle soit comment en Congondé, cette femme, cette jeune fille congolaise? Je peux répondre, je suis la seule femme ici quand même, je pense. Je vous en prie, Marie-Ange, mais les autres... Non, nous pensons ensemble. Avant qu'elle me réponde, je dirais, nous avons un signal qui nous réjouit. Nous ne portons aucun jugement d'évaluation, mais nous disons que quand nous voyons pour la première fois une femme devenir Premier ministre, cela nous réjouit. Et donc, ça veut dire que l'inclusion et l'inclusivité comprendra aussi que les hommes comme les femmes, tout le monde doit se dire que nous avons les mêmes capacités à mettre en œuvre pour la nation. Tout à fait. D'abord, avant d'être femme-homme, c'est d'abord une intelligence, un talent. Et si je dois revenir à ma condition de femme, je suis mère, quel Congo je veux laisser à mon enfant? Comment est-ce que je veux que mon enfant étudie? Comment est-ce que je veux que la justice soit faite pour mon enfant? Comment est-ce que je veux que les institutions soient? Donc, nous pensons que la femme que nous voyons en 2060, c'est cette femme qui est pleinement engagée pour le développement de ce pays. Ah oui, bon, madame, j'ai entendu ici que vous étiez chrétienne. Vous l'avez affirmé haut et fort. je le réaffirme. Dans le livre saint des chrétiens, il est dit: Dieu a créé le monde par sa sagesse et il l'a affermi par l'intelligence. Donc, Congondé, nous pensons que l'intelligence a sa place. Et c'est grâce à cette intelligence stratégique que nous allons transformer notre pays. Parce qu'il est inacceptable que nous assistons comme ça là, à tout ce qui se passe autour de nous, alors que nous pouvons impacter cette réalité et la transformer autrement. Donc, je voudrais vous inviter à comprendre plus la vision, parce que la question que vous nous avez posée sur les différentes thématiques, hein, en fait, toutes ces thématiques-là, ensemble, lorsque nous allons répondre à tout cela, ça va nous aider à faire ce qu'on appelle un plan des nations. Et c'est la vision qui est plus importante. Ça, c'est la méthodologie de travail pour parvenir à cette vision-là, où nous voulons réfléchir sur tel plan, comment nous allons faire, l'éducation et tout cela. Donc, mais le plus important, c'est cette vision où nous rêvons d'un Congo, grâce à l'innovation et à l'inclusivité, nous allons transformer ce pays. Madame, permettez-moi d'ajouter, si vous dernier permettez, mot, on doit vraiment... juste, Voilà. si vous permettez, je voudrais, par rapport justement à ce que disait Maître Richard, l'année passée, nous avons fait une enquête sur 145 territoires
C'est une très bonne enquête qu'on a faite et on a publié ce document-là. Ne vous occupez pas de ça. On a changé depuis lors la charte des couleurs. Donc, c'est gouvernance stratégique et inclusive par l'approche participative. Nous avons vraiment fait une très bonne enquête qui nous a donné des très bons résultats. Et donc, nous estimons qu'en réalité, connaître le problème de ce pays est très important pour cadrer correctement la vision qui est la nôtre. Et très honnêtement, nous sommes totalement convaincus, je le rejoins, c'est ce que nous disons toujours, qu'il suffit d'1 heure de réflexion sérieuse où les gens ne pensent pas à leur compte bancaire, qu'est-ce qui entre et tout. Jetons de présence. Voilà. Mais 1 heure de réflexion et ça vous produit des résultats qui peuvent mettre fin à beaucoup de choses qui nous dérangent. Nous devrions faire des enquêtes pour savoir d'ailleurs, par exemple, est-ce que vous savez que selon une étude dont on a fait part à Kongondé, il y a une mortalité qui a augmenté dans cette ville à cause de motos. Et que dans les années qui viennent, peut-être que nous nous rendrons compte que tous nos jeunes sont devenus infirmes à cause de motos que quelqu'un définit comme mortaux. Et d'ailleurs, on le sait, partout dans le monde, la moto est le véhicule qui cause plus d'accidents. Donc, en somme, il y a des choses que nous vivons. Nous ne voulons plus le vivre de façon passive. Nous voulons interroger, comme je disais la fois passée, chaque événement, chaque phénomène, et nous réfléchissons par rapport à cela. En tout cas, merci. Moi, j'aurais bien voulu poursuivre avec cette réflexion, ces échanges. Mais là, on doit s'arrêter ici. Mais à la maison, on continue la réflexion. Un mot, Marion? Dernier mot. Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, Kongondé. Donc, vous nous trouverez également sur les réseaux sociaux de Facebook, en passant par LinkedIn, TikTok, Instagram. Vous viendrez, vous trouverez notre vision qui est là et rejoignez-nous massivement. Nous devons rêver et changer le Congo. Et je crois qu'on l'a dit lors de la première émission, on va le répéter, Kongondé pour tout le monde. C'est ça, c'est pour tout le monde. À tout le monde. Alors, n'hésitez pas à rejoindre cette grande société, la première société citoyenne d'intelligence stratégique. Nous attendons les femmes journalistes. On fera de la partie. Je ne viendrai pas seule. Je suis dedans, donc je viendrai avec plusieurs autres collègues, consoeurs, journalistes, voire même confrères, parce que je crois que dans ce Congo de 2060, le journaliste que nous sommes avons notre rôle et notre rôle à jouer. Tout à fait. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On se dit au revoir. À très très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, on continue la réflexion. Et il ne faut pas qu'on ait peur de l'intelligence. Quand on parle de quelqu'un intelligent, on a peur, on pense. Non, si on veut aller de l'avant, on se doit également célébrer l'intelligence et célébrer les personnes qui sont intelligentes et surtout les personnes qui se donnent, qui prennent le temps de réfléchir pour essayer d'améliorer, de faire rayonner notre Congo. On se dit au revoir et à très très bientôt.